L'état solide. L'état solide, je vous ai dit, il y a plein de sous-états. Mais, l'étude de l'état solide n'est pas très développée dans le cadre de l'UE3. L'étude de l'état solide, c'est un état qui est difficile à étudier, l'état solide, et clairement, dans les études qui traitent des états de la matière à proprement parler, donc en chimie, chimie physique, fac de sciences, d'accord, c'est ce qui se fait en deuxième, troisième, quatrième, cinquième année. Pas en première, d'accord? Donc on ne va pas aborder ce genre de choses-là parce que c'est intrinsèquement compliqué d'aller faire dedans. Vous avez à en retenir, et vous le verrez éventuellement avec Yves, c'est plus ou moins ce qu'on a vu, cette différence qu'il y a entre, et comment on explique certaines configurations, pourquoi ça devient des cristaux, pourquoi ça n'en devient pas, mais vous allez voir ça un peu avec Yves dans le cadre des liaisons intermoléculaires. D'accord ? La seule chose par laquelle on va passer là, et très brièvement, c'est uniquement ce que c'est qu'un cristal. Comment on définit ça, et juste des définitions et des représentations graphiques. On ne va pas dans les maths qui vont derrière, c'est des maths qui deviennent très rapidement un peu compliquées et sans utilité parce que ce n'est pas dans le programme. D'accord ? Ça ne revient pas derrière. Ceux qui en auront éventuellement besoin, je pense plus particulièrement à ceux qui feront pharma éventuellement et encore un peu plus loin, eh bien, vous le verrez à ce moment-là. Donc d'abord, c'est quoi un cristal ? Quel type de matière c'est ? Un cristal, c'est de la matière qui est organisée. C'est-à-dire qu'on peut y trouver une logique d'organisation. La matière est rangée de manière systématique et évidente. Là, par exemple, vous avez, alors c'est des balles de golf, mais vous imaginez que ces balles de golf, ça peut être des molécules ou des atomes, qui sont placés les unes sur les autres. Et vous voyez déjà d'entrée, vu comme c'est dessiné, qu'on a des plans, des feuillets qui sont bien rangés les uns à côté des autres. Ce n'est pas le bazar, c'est rangé. D'accord ? Et si on tourne un peu ça, on se rend très rapidement compte qu'en fait, là, ces atomes-là, sur le côté, ils forment aussi un plan. Ils ne sont pas de la même couleur, mais vous voyez bien que c'est un plan. C'est une des faces de la pyramide. Donc on n'a pas seulement les plans colorés ici, on a aussi des plans comme ça. Et regardez bien, ces atomes-là, dans le plan qui est ici, ils sont parallèles, ce plan-là est parallèle à l'autre. Donc on a aussi toute une série de plans bien rangés, même si je n'ai pas représenté les couleurs. Et vous faites la même chose sur la face avant, et sur la face qui est un peu sur l'arrière. Donc il n'y a pas qu'un mode de rangement ici. On a effectivement les couleurs que j'avais représentées, mais on en a déjà au moins, juste de visu comme ça, 4 types de plans qui sont rangés par rapport les uns aux autres. Eh bien, quand on peut former des plans comme ça, qu'on appelle des plans réticulaires, les atomes sont organisés sous forme de plans, on peut dessiner ces plans, c'est ce que l'on appelle un cristal. Donc, un cristal, c'est de la matière qui est rangée sous forme, qui est organisée sous forme de plans réticulaires. D'accord ? Voilà, c'est ça un cristal. Ici, vous avez un cristal de fer. Est-ce qu'on les voit, les plans réticulaires? On voit bien que ça a l'air d'être organisé, mais est-ce qu'on les voit? Je pense que les plans horizontaux, vous les voyez immédiatement. D'accord? Ça ne pose aucun problème. Les plans verticaux, vous les voyez tout de suite aussi. D'accord? Donc on a des plans horizontaux, des plans verticaux. Mais il y a aussi le plan vertical qui est face à vous. On est d'accord? C'est bien un plan. Puis au milieu de ce que j'ai dessiné ici, on en a un autre. Et puis au fond de ce que j'ai dessiné, on en a encore un autre. Mais il n'y a pas que cela. Regardez, je tourne un tout petit peu ma molécule. On voit apparaître très clairement aussi des plans ici. Mais là, d'accord, on voit apparaître des tas de plans différents, clairement, qui organisent cet ensemble d'atomes de fer. Ça, c'est un cristal de fer. C'est le fer tel qu'on l'utilise, hein, d'accord ? Le fer tel qu'on l'utilise, celui que vous connaissez sous forme de métal, est organisé sous forme de plans réticulaires, donc de cristal qui ressemble à ça. OK ? Un des paramètres qui est important dans un cristal, c'est, puisque ça se ressemble, c'est un peu comme un carrelage. Un carrelage,
ça se ressemble un peu de partout, c'est tout organisé de la même manière, et quand on a une dalle de carrelage, on peut la reporter un peu partout, et si elles sont toutes identiques, on les assemble, et on a la totalité du parterre qui est recouverte. Eh bien, la dalle de carrelage dans un cristal, c'est ce qu'on appelle la maille. C'est le plus petit élément qui, par simple translation, pourrait créer la totalité du cristal. Ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est clairement ça, cet ensemble-là, de combien? 9 atomes, un cube avec un atome au centre. Eh bien, cet ensemble-là, qui par simple translation, horizontale, verticale, en diagonale, dans ce que vous voulez, d'accord, par simple translation, permet de recréer la totalité du cristal parfait, d'accord, sans défaut. Ça s'appelle une maille, et c'est l'élément le plus important pour caractériser un cristal. En particulier, la structure géométrique qui est là. Alors, comment on va appeler cette structure-là? On n'a pas tant d'originalité sur les structures simples. Hein. C'est un cube, il y a un atome au centre, on dit que c'est une maille cubique centrée. Voilà. C'est bête hein, comme truc, mais il fallait y penser. Hein. Voilà. Donc c'est une maille cubique centrée, tout simplement. On en a d'autres. On a des noms qui sont un peu plus bizarres, comme orthorhombique, par exemple. Ouais, ça, là, on ne l'invente pas. On ne va pas regarder, hein, ce n'est pas la peine. Mais sachez qu'il n'y a pas que des noms simples, il y en a aussi qui sont tordus. Et orthorhombique, le plus compliqué, ce n'est pas forcément de le prononcer, c'est de l'écrire. D'accord? Il y a des H qui se baladent à l'intérieur, en plus. Hein. Donc, ce n'est pas la peine de l'écrire. C'est ce que je suis en train de dire. Je vous dis simplement qu'il y a certaines formes qui sont un peu plus compliquées que d'autres et avec des noms qui sont plus compliqués que d'autres. Ça, c'est simple. Si on la fait tourner, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. C'est bien un cube avec simplement un atome au centre. Okay. Ça, c'est plus compliqué parce que vous voyez qu'il y a deux couleurs. Il y a deux couleurs parce qu'il y a deux atomes. C'est du chlorure de sodium. Waouh, c'est compliqué, c'est tout mélangé. Non, en fait, alors c'est compliqué quand on le regarde en gros comme ça, mais là, au lieu de les mettre au contact, mes atomes, je vais les mettre, s'il veut bien passer la diapo suivante, j'ai l'impression qu'il rame un petit peu, voilà. Je les fais plus petits pour que vous voyez comment c'est imbriqué les uns dans les autres. Il y a deux cristaux imbriqués dans l'autre. Regardez que la partie verte, c'est un cube, d'accord? Avec des atomes verts sur les faces du cube. Cubique, face centrée. Eh bien, le cristal violet a exactement la même structure. Il est cubique, face centrée aussi. C'est donc en fait deux cristaux imbriqués l'un dans l'autre, le chlorure de sodium, d'accord? Deux réseaux cristallins, décalés simplement d'une demi-maille, hein, voilà, de la moitié d'une largeur, pour qu'ils s'imbriquent les uns dans les autres. Et ça fonctionne super bien parce que l'atome de chlore, enfin, l'ion chlore ici, chlorure, d'accord, Cl-, est très gros, et l'ion sodium Na+, est très petit, donc en fait, les ions sodium vont dans les trous laissés entre les atomes de chlore. Et avec les interactions électrostatiques qu'il y a entre les deux, ça fait un cristal qui est très, très résistant. D'accord? Voilà, vous voyez ce à quoi ça ressemble. J'espère que vous pouvez le voir, en tout cas, et que vous arrivez à vous l'imaginer. Il n'y a pas que les ions et les atomes qui forment des cristaux. Des molécules beaucoup plus grosses, et a priori avec des formules qui, on se dit quand on les voit, semblent être difficiles à assembler les unes dans les autres, peuvent très bien former des cristaux. Un cristal de sucre, de glucose, c'est bien un cristal. Simplement, on a des bouts de molécules qui sont en partie dans une maille, et la fin de la molécule est dans la maille d'à côté. Et donc, on voit sortir un bout de molécule d'un côté de la maille, et la fin de la molécule correspondant, qu'on aurait par translation, de l'autre côté de la maille. Donc on a des bouts de molécules dans la maille. D'accord? Ce n'est pas aussi simple que ça, mais ça se cristallise très bien. À tel point que c'est par étude de cristallographie que la dame dont Dominique vous a parlé tout à l'heure a pu déterminer la structure de l'ADN. C'est des études cristallographiques, d'accord? Détermination
de la manière dont l'ADN a cristallisé, les schémas de réfraction des rayons X en l'occurrence, qui lui ont permis de déterminer la structure en double hélice. D'accord? Donc c'est vraiment important. Et pourtant, hein, vous imaginez bien qu'une molécule d'ADN, pour les coller les unes par rapport aux autres et qu'elles cristallisent, ça peut être beaucoup plus compliqué qu'avec simplement des ions sodium ou des ions chlorure. Mais effectivement, elles vont se ranger bien comme il faut les unes par rapport aux autres et former un cristal. Est-ce qu'on en dit beaucoup plus? Ben non. Et comme on va changer de grand chapitre ici, on s'arrête là maintenant. Vous avez 10 minutes de pause, d'accord, avant que l'intervenant suivant arrive.